Alors, la présentation devrait durer à peu près une quarantaine de minutes. Et à la fin, je vais vous inviter donc à poser des questions aussi à notre invitée d'aujourd'hui qui s'appelle donc Julie Dextra-Gauthier, qui est professeure depuis 2015 au département de management de l'Université Laval, qui a fait son doctorat en relations industrielles à l'Université de Montréal sur le thème justement de la culture organisationnelle et de la santé mentale. Hein, l'idée étant que on parle beaucoup quand on parle de santé mentale, santé psychologique ou qualité de vie au travail, de facteurs de risque organisationnels et de pratiques de management. Mais on va voir qu'il faut aussi s'élever un petit peu plus et regarder aussi les dimensions culturelles de l'organisation. Alors, Julie conduit des travaux de recherche sur plusieurs sujets, bien sûr, culture organisationnelle, santé mentale, leadership aussi, et conditions de travail. C'est une chercheure qui est très prolifique, à la fois au niveau recherche, mais publication. Sur le site Internet de la chaire, donc Julie, il y a une page qui est dédiée et vous allez pouvoir y retrouver l'ensemble de ces publications. Julie donne plusieurs cours aussi à l'Université Laval, à la Faculté des sciences de l'administration, un cours en GRH, donc gestion des ressources humaines, et un cours sur la planification et l'attraction des ressources humaines. Et on sait aussi que entre autres pour les nouvelles générations, peut-être pour les plus anciennes aussi, la planification et l'attraction est quelque chose d'important et dans cette perspective-là, de s'assurer que votre entreprise puisse offrir une culture organisationnelle qui permette l'épanouissement professionnel des gens et la santé mentale est quelque chose de déterminant et aussi de stratégique. Alors, Julie a accepté de nous parler de ce sujet-là. Je vais lui céder la parole pendant à peu près une quarantaine de minutes et par la suite, elle sera disponible pour une quinzaine, une vingtaine de minutes à répondre à vos questions. Alors, merci beaucoup, Julie, de ta présence et puis ben, la parole est à toi et je reviendrai en cours de route. Merci. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Donc, merci de votre présence aujourd'hui. Bienvenue à ce webinaire qui, comme Jean-Pierre l'a mentionné, nous allons parler de culture organisationnelle et santé mentale au travail. Et pour débuter, en fait, mais qu'est-ce que la santé mentale au travail? Premièrement, en fait, quand vous regardez la représentation graphique que vous avez sur le PowerPoint, dans notre vie au quotidien, à tous les jours, on fait face à plusieurs stresseurs et ces stresseurs peuvent être issus en fait de différents milieux de vie, donc autant le travail, mais même aussi au niveau de la famille. Et évidemment, plus l'exposition aux stresseurs est prolongée et plus les effets de ces stresseurs peuvent être importants sur la santé. Donc, quand un individu, en fait, fait face à une situation stressante, réagit à ces stresseurs, bon, on va voir chez lui apparaître différents symptômes. Parce que, évidemment, l'organisme réagit. Et donc, dans la première phase que vous voyez, donc la réaction pré-pathologique, on va retrouver des symptômes comme, par exemple, l'anxiété, l'irritabilité, les pertes cognitives, l'agressivité, la fatigue, l'insomnie, mais aussi la perte d'appétit. Évidemment, si la situation stressante se poursuit, elle peut entraîner des problèmes de santé qui sont beaucoup plus graves, mais qui peuvent être irréversibles, comme par exemple la dépression ou l'hypertension. Évidemment, si la situation stressante se poursuit dans le temps, mais il y a des problèmes beaucoup plus graves qui peuvent survenir et causer des atteintes qui sont irréversibles. Et là, évidemment, on peut même penser au suicide. Donc, les problèmes de santé mentale au travail sont particulièrement importants autant pour les organisations que pour la société, donc en général. Et face à des situations stressantes, l'individu, évidemment, n'est pas totalement démuni. Donc, on a des ressources pour résister au stress. Et en fait, s'il parle de la résistance au stress en trois phases. Donc, la première phase qui est l'alarme. Donc, où on va faire l'inventaire des ressources qu'on a de disponibles, tant au niveau personnel qu'organisationnel, pour pouvoir faire face à cette situation stressante. Ensuite, à la deuxième phase, donc la phase de résistance, on va utiliser les ressources. Donc, on va mobiliser nos ressources pour résister au stress. Mais malheureusement, les ressources qu'on dispose ne sont pas illimitées pour faire face au stress.
Et donc, une fois qu'on a évidemment épuisé toutes les ressources qui étaient à notre disposition, c'est à ce moment-là qu'on va voir apparaître différents symptômes qui sont associés à des problèmes de santé mentale au travail. Donc, c'est la phrase numéro 3 qu'on appelle l'épuisement. Donc, évidemment, personne n'est à l'abri de vivre un jour ou l'autre des problèmes de santé mentale. En fait, même que tout le monde peut tomber au combat et évidemment, c'est une question de temps et de ressources disponibles, donc qu'on peut mobiliser pour pouvoir résister au stress. Évidemment, les problèmes de santé mentale au travail, c'est beaucoup plus que juste une question de ressources et de ressources qu'on peut mobiliser, mais c'est un phénomène qui est multiniveau. Donc, la santé mentale au travail, c'est pas seulement qu'une question individuelle, donc qui regarde ou qui concerne seulement qu'un individu, mais les causes explicatives des problèmes de santé mentale au travail se trouvent autant au niveau micro, méso que macro. Donc, quand on parle de niveau micro, on va parler de l'individu, donc de l'individu lui-même, donc de sa situation, par exemple, au niveau hors travail, sa situation familiale. Au niveau méso, on va beaucoup parler d'environnement de travail, on va parler de conditions de travail, on va en discuter un petit peu plus loin ensemble. Et au niveau macro, on va parler de l'organisation elle-même. Beaucoup de choses ont été dites sur le niveau micro et le niveau méso. Donc, on a beaucoup de choses, on a appris avec les années beaucoup de choses sur ces deux niveaux-là, en ce qui concerne l'individu lui-même, mais aussi l'environnement de travail. Par contre, on sait très peu de choses sur le niveau macro, particulièrement sur la culture organisationnelle et son effet sur les problèmes de santé mentale au travail. D'où l'intérêt aujourd'hui de vous faire une présentation sur le lien entre culture organisationnelle et problèmes de santé mentale au travail. Pourquoi on s'intéresse à la culture organisationnelle et pourquoi c'est important de s'intéresser à la culture organisationnelle? Parce que la culture organisationnelle, c'est un concept qui est particulièrement important au niveau des organisations parce qu'elle modèle en fait les comportements des employés et elle arrive à créer une identité collective. Donc, la culture organisationnelle, elle oriente les comportements et les attitudes autour de normes et de valeurs partagées par les membres d'une organisation donnée. Donc, elle permet de faire converger les comportements des salariés dans une direction donnée, par exemple l'atteinte des objectifs organisationnels. La culture organisationnelle est aussi une caractéristique qui est contextuelle de la réalité organisationnelle qui est collectivement partagée. Donc, elle permet d'expliquer le vécu quotidien au sein d'une organisation. Et la culture organisationnelle aussi est un processus qui permet la production d'extrants au sein d'une organisation. Donc, elle peut nous permettre d'atteindre nos objectifs organisationnels. La culture organisationnelle, comment on la définit? En fait, qu'est-ce que la culture organisationnelle? Le modèle le plus souvent utilisé pour expliquer justement qu'est-ce que la culture organisationnelle, c'est le modèle de chaîne. Très souvent, on représente le modèle de chaîne avec un iceberg, comme vous pouvez voir sur le PowerPoint, ou aussi avec une pyramide inversée. Donc, vous avez aussi la définition de la culture organisationnelle telle que vue par chaîne, c'est-à-dire l'ensemble des postulats, des valeurs et des croyances partagées qui régissent la manière de réfléchir et de se comporter dans une organisation. Donc, en d'autres mots, c'est l'ensemble des valeurs, des traditions et des comportements que partagent les employés d'une organisation. Il existe 3 niveaux de la culture organisationnelle et le premier niveau, donc celui qui est représenté la partie hors de l'eau de l'iceberg, donc la partie la plus visible de la culture, c'est ce qu'on appelle en fait les artefacts. Et les artefacts, ça fait référence aux structures et aux processus qui sont visibles. Donc, on va parler par exemple de structures physiques, c'est-à-dire
la disposition des bureaux. On va parler aussi du langage utilisé. On va parler de rites, de cérémonies, d'histoires, de légendes qui sont perpétuées à travers l'organisation et qui sont enseignées et véhiculées aux nouveaux membres de la culture. On va aussi parler du code vestimentaire au sein de l'organisation. On va aussi parler du logo. Donc, la forme du logo, de la couleur du logo, ça aussi, ça va représenter donc la culture d'une organisation. Au niveau du deuxième niveau, donc de la culture organisationnelle, qui se trouve en couvert de l'eau, donc qu'on ne voit pas. Donc, ce sont les valeurs qui sont partagées. Donc, ça regroupe en fait tous les éléments de la réalité organisationnelle permettant à l'individu de comprendre ce qu'il faut dire, faire et penser au sein de l'organisation. Et en fait, ces valeurs-là, donc ces valeurs organisationnelles qui sont partagées, se manifestent à travers les stratégies organisationnelles, les objectifs organisationnels, mais aussi les philosophies de gestion, leur justification et aussi les pratiques en gestion des ressources humaines. Au dernier niveau, donc, on a ce qu'on appelle les postulats partagés, donc en fait, qui sont de nature inconsciente. Ce sont des croyances qui sont prises pour acquis. Donc, c'est le niveau le moins visible de la culture organisationnelle et, comme je viens de vous le mentionner, ça représente les croyances, les perceptions et les sentiments inconscients qui sont pris pour acquis. Et très souvent, on fait référence à ces éléments-là dans les routines organisationnelles, donc qui sont implicitement reproduites dans les comportements et les attitudes des salariés. Et donc, des routines organisationnelles, et très souvent, on va demander aux employés dans une organisation, mais pourquoi vous faites les choses ainsi? Pourquoi c'est fait de telle façon? Et les gens vont nous répondre, ben parce que ça a toujours été fait comme ça. Et donc là, les gens ne se posent plus nécessairement de questions sur comment on fait les choses parce que c'est comme ça. On ne se souvient plus qui a mis en place la règle, la procédure, le processus. On ne se souvient pas pourquoi. Tout ce qu'on sait, c'est que ça a toujours été fait comme ça. Donc, ce sont vraiment des sentiments qui sont et des croyances qui sont prises pour acquises et qu'on ne remet pas nécessairement en question. Et donc, la culture organisationnelle, c'est vraiment l'ensemble de ces trois niveaux. Mais, pour les bienfaits de notre discussion, et en fait, dans le cadre de cette présentation, on va s'intéresser particulièrement aux valeurs organisationnelles. Pourquoi? Parce que tout simplement, parce que les valeurs sont inhérentes à la nature humaine, elles sont fondamentales à la nature humaine et ça va nous permettre en fait de se pencher sur un élément, un niveau de culture, parce que c'est quand même un phénomène qui est complexe. Et donc, comme je viens de vous le mentionner, il y a des éléments qui sont visibles, d'autres non visibles. Et donc, pour débuter en fait notre réflexion sur le lien entre culture organisationnelle et santé mentale au travail, on a décidé de commencer avec les valeurs. Mais les valeurs, pour être considérées comme des valeurs organisationnelles, elles doivent posséder certaines caractéristiques, c'est-à-dire qu'elles doivent avoir une formulation stratégique, donc elles doivent être à caractère stratégique. Elles doivent aussi permettre d'énoncer la mission, mais les buts aussi de l'organisation. Elles doivent aussi avoir un contrôle normatif, c'est-à-dire de posséder une force d'orientation et de direction, donc au niveau des comportements et des attitudes des salariés dans une direction donnée. Et finalement, elles doivent aussi permettre de décrire la configuration de l'organisation, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour l'organisation. Qu'est-ce qui tient à cœur à l'organisation? Évidemment, il existe énormément de valeurs et donc pour faciliter notre compréhension de ce phénomène, nous avons utilisé une typologie de culture organisationnelle qui regroupe les valeurs sous 4 types de culture. Évidemment, il existe plusieurs typologies de culture organisationnelle. Nous avons arrêté notre choix sur la typologie des valeurs concurrentes de Quinn et Rodborough qui date de 1983.
Donc, cette typologie est mieux connue en fait sur le nom du Competing Value Framework. Et dans ce cas théorique, dans ce modèle, on retrouve quatre types de cultures. La première culture, c'est la culture groupale. Donc, c'est une culture qui est axée sur le développement des ressources humaines, sur le soutien social au travail, sur le travail d'équipe, sur la confiance, la coopération, la communication bidirectionnelle. Le deuxième type de culture, c'est la culture hiérarchique. C'est une culture qui a pour valeur, donc, des valeurs de stabilité, de contrôle, très axée sur les règles, les procédures à suivre, l'ordre, l'obéissance, la rationalité et aussi la prédictibilité. Dans ce type de culture, on va aussi retrouver un emphase sur la sécurité d'emploi. Au niveau du troisième type de culture, donc la culture développementale, c'est une culture qui est axée sur la flexibilité, la créativité, l'expérimentation, le risque. Donc, on donne beaucoup le droit à l'erreur, donc dans ce type de culture. Donc, très axée aussi sur l'autonomie. Ensuite, la dernière culture, c'est la culture rationnelle. C'est une culture qui est axée énormément sur la performance, les résultats, l'atteinte des objectifs, sur la productivité, l'efficacité, la compétitivité, l'agressivité aussi. Donc, quatre types de cultures qui sont différentes et qui possèdent des valeurs spécifiques. Dans chacune des types de cultures, donc dans chacune de ces types de cultures que je viens de vous mentionner, on va retrouver des conditions de travail qui sont différentes, tout dépendant donc de la culture dans laquelle on se trouve. Pour faciliter encore une fois notre compréhension, nous avons regroupé en quatre catégories ce qu'on appelle, nous, les conditions de l'organisation du travail. Donc, la première catégorie, ce sont la conception des tâches. Et quand on parle de conception des tâches, on parle d'utilisation des compétences. Donc, est-ce que dans le cadre de mon travail, j'ai l'opportunité d'utiliser mes compétences, mais aussi de développer mes compétences? Deuxième élément de la conception des tâches, on va parler de la latitude décisionnelle. Donc, est-ce que dans le cadre de mon travail, j'ai l'autorité décisionnelle pour décider comment je vais organiser mon travail? Deuxième bloc, donc de conditions de l'organisation du travail, ce sont les demandes au travail. Et donc, il y en a plusieurs types de demandes au travail. Il y a les demandes physiques. Donc, dans le cadre de mon travail, est-ce que, par exemple, je dois soulever des charges qui sont très lourdes? Donc, est-ce que je dois donner un effort physique qui est élevé? Ensuite, il y a les demandes psychologiques. Et quand on fait référence aux demandes psychologiques, on va entre autres parler de charge de travail et aussi de rythme de travail. Donc, est-ce que je suis en surcharge de travail? Est-ce que mon travail me demande de travailler très rapidement? Est-ce que je reçois aussi des demandes qui sont conflictuelles? Est-ce que mon rôle au sein de l'organisation est clair? Ou au contraire, est-ce que mon rôle est plutôt ambigu? Donc, c'est dans les demandes psychologiques aussi qu'on va retrouver tous les éléments qui ont trait à la clarté du rôle que je dois jouer au sein de l'organisation. Au niveau des demandes émotionnelles, on fait référence en fait dans le cadre de mon travail, est-ce que je suis confrontée à des situations qui sont particulièrement difficiles? Comme par exemple, est-ce que je fais face à une clientèle qui est agressive, qui est difficile? Est-ce que dans le cadre de mon travail, je fais face à des situations qui sont émotionnellement éprouvantes? Est-ce que je fais face à la souffrance d'autrui? Et au niveau des demandes contractuelles, on va s'intéresser à l'horaire de travail. Donc, c'est-à-dire combien d'heures par semaine je travaille. Est-ce que j'ai un horaire de travail de jour, un horaire de travail de soir, de nuit, et est-ce que j'ai un horaire de travail qui est alternant ou irrégulier?
reprendre avec le troisième bloc de conditions d'organisation du travail et on fait référence en fait aux relations sociales. Donc, dans le cadre de mon travail, est-ce que j'ai du soutien de mes collègues, que ce soit du soutien émotionnel, donc que je peux aller discuter avec eux si j'ai un problème, ou un soutien plus instrumental, c'est-à-dire dans le cadre de mes tâches, si j'ai besoin d'aide, est-ce que je peux aller voir un ou plusieurs de mes collègues et qui vont pouvoir m'aider avec mes tâches. Et aussi, est-ce que j'ai le soutien de mon superviseur? La même chose au niveau émotionnel ou aussi au niveau instrumental. Au niveau du quatrième bloc, ce sont les gratifications, donc toute la question des récompenses au travail. Donc, est-ce que je considère que ma rémunération, elle est juste et équitable compte tenu des efforts que je mets dans mon travail? Est-ce que j'ai la sécurité d'emploi ou je vis constamment de l'insécurité d'emploi et qu'à tout moment, je ne sais pas si je vais perdre mon emploi ou pas? Au sein de mon travail, de mon organisation, est-ce que j'ai des bonnes perspectives de carrière? Est-ce que j'ai la chance d'accéder à des postes supérieurs, à des promotions? Est-ce que je reçois de la reconnaissance aussi, donc de la part de mon superviseur, par exemple? Donc, ce sont en fait des conditions d'organisation du travail qui, tout dépendamment de quelles conditions, peuvent avoir un effet bénéfique ou négatif sur la santé mentale des travailleurs. Donc, quand nous, on s'est posé la question à savoir si la culture organisationnelle a un lien entre un lien sur la santé mentale au travail, donc nous, on croit en fait que la culture organisationnelle a une influence sur les conditions de l'organisation du travail qui sont mises en place dans une organisation et qu'à leur tour, ces mêmes conditions de l'organisation du travail auraient des effets bénéfiques ou négatifs sur les problèmes de santé mentale. Donc, un peu la représentation que vous voyez ici. Et donc, c'est important là, pour nous, la culture organisationnelle, elle est différente des conditions de l'organisation du travail, puisque la culture organisationnelle représente les composantes idéologiques, donc au sein d'une organisation, tandis que les conditions de travail, donc ce sont vraiment les éléments que les travailleurs vont prendre en considération lorsqu'ils vont évaluer comment ils sont traités donc au sein de leur organisation. Donc pour nous, deux concepts qui sont différents, mais dont où en fait la culture organisationnelle va avoir un effet sur les conditions de l'organisation du travail qu'on va mettre en place dans une organisation et qui par conséquent va avoir des effets autant négatifs que bénéfiques sur les problèmes de santé mentale au travail. Donc, j'ai une première question pour vous. Alors, je vais y aller, Julie. Je vais vous lire la question, mais après ça, Julie, je te demanderai de réafficher ta slide où tu as les 4 cadrans avec le détail, parce que les gens se rappellent peut-être pas, là, mais attends Oui. avant de le faire. Donc, selon vous, quelle culture est la plus nocive, ou si on veut, la plus toxique pour la santé mentale des travailleurs? Est-ce que c'est la culture groupale, développementale, hiérarchique ou rationnelle? Donc, peut-être, Julie, le réafficher, si tu recules un peu. Ouais. Oui. Donc, vous voyez ici les quatre cultures. Je vais vous laisser le temps de quelques secondes pour les relire. Puis, je vais lancer un sondage auquel je vous invite à répondre. Et après ça, on verra les taux de réponse. Alors, ça se peut que, étant donné les problèmes techniques qu'on a, que Julie, tu ne vois pas les résultats, mais moi, je vais te les dire si tu ne les vois pas, d'accord? Parfait, pas de problème. Alors, le sondage est lancé. Vous pouvez donc répondre en fonction du niveau de culture. Si vous voulez revoir, je pense que l'affichage de la présentation est peut-être parti, mais en tout cas, commencez à répondre en fonction de ces 4 niveaux, puis on verra les résultats qui nous permettront d'aller un petit peu plus loin sur qu'est-ce qu'une culture toxique pour la santé mentale ou qu'est-ce qu'il est moins. Voilà. Alors, je ferme le sondage, puis normalement, vous allez voir apparaître les taux de réponse à partir du moment où je vais les partager. Si Julie, tu les vois pas, tu me le diras, puis je vais te les décrire. Est-ce que tu vois, Julie, quelque chose à l'écran? Non, Bon, malheureusement. alors je vais te dire. Donc, parmi les participants, 56% disent que selon eux, la plus nocive, c'est la culture rationnelle. 40% la culture hiérarchique et 4% la culture groupale.
Donc, comme je vous disais, effectivement, vous avez raison. Donc, c'est la culture rationnelle qui est la plus nocive pour la santé mentale des travailleurs. Donc, c'est celle que je vous rappelle qui est axée sur la compétitivité, pardon, et oui, la performance. Et comme vous pouvez voir sur le tableau, donc, elle a un effet sur la détresse psychologique, sur l'épuisement émotionnel, sur le cynisme, et elle n'a aucun effet sur l'efficacité professionnelle. Au contraire, la culture clanique, donc celle qui est axée sur le travail d'équipe, la confiance, la communication, c'est celle qui est la plus bénéfique pour la santé mentale des travailleurs. Donc, comme vous pouvez voir, la culture clanique diminue les problèmes de détresse psychologique, diminue les problèmes d'épuisement émotionnel, diminue le cynisme aussi et augmente l'efficacité professionnelle. La culture développementale a aussi un effet bénéfique donc sur l'épuisement émotionnel, c'est-à-dire qu'elle diminue les problèmes d'épuisement émotionnel, elle diminue aussi le cynisme et elle augmente l'efficacité professionnelle. Pour ce qui est de la culture hiérarchique, elle est non significative quand on parle de problèmes de santé mentale au travail. Et effectivement, nous aussi, nous avons été étonnés. Et donc, vous aussi, vous avez été presque 40% à dire que c'était ce type de culture-là qui allait être la plus nocive et toxique pour les travailleurs. Mais en fait, elle est non significative et c'est un peu un mystère, la culture hiérarchique, et je vais y revenir un petit peu plus loin, donc au courant de la présentation. J'ai une deuxième question pour vous. Tu me fais travailler beaucoup, Julie, aujourd'hui. Oui. Alors, deuxième question, selon vous, dans quel type de culture on retrouve les meilleures conditions de travail? Donc, on relance en fonction de ces 4 niveaux-là. Puis, je vous laisse là aussi répondre. Donc, cette fois-ci, c'est pas la plus délétère, mais où est-ce qu'on retrouve les meilleures conditions? Voulant dire que c'est pas nécessairement l'inverse non plus uniquement de ce qu'on peut retrouver à ce moment-là. Je vous laisse répondre. Donc, la culture groupale, 25%. La culture développementale, 58%. La culture hiérarchique, 13%. Et rationnelle, 4%. Donc, comme je vous l'ai mentionné, c'est la culture groupale qui offre le plus de conditions de travail qui sont en fait bénéfiques pour la santé mentale des travailleurs. Et donc, comme vous pouvez voir le tableau quand vous le regardez plus attentivement, donc la culture groupale, on va retrouver beaucoup d'utilisation des compétences, beaucoup d'autorité décisionnelle aussi. Donc, dans la culture groupale, ça va diminuer les demandes psychologiques au travail. Donc, on va retrouver moins de demandes psychologiques au travail, plus de soutien du superviseur, plus de reconnaissance aussi, plus de développement de carrière et moins d'insécurité d'emploi. Donc, ce qui est vraiment intéressant. Et vous n'avez pas tort non plus en disant que la culture développementale offre quelques options intéressantes au niveau des conditions de l'organisation du travail, c'est-à-dire au niveau de l'utilisation des compétences, de l'autorité décisionnelle, au niveau du soutien du superviseur aussi, et aussi au niveau de la possibilité de développer sa carrière. L'autre culture qui est particulièrement intéressante au plan des conditions de l'organisation du travail, c'est la culture hiérarchique. Elle offre quand même des conditions de travail qui sont bénéfiques pour la santé mentale des travailleurs. Donc, parce qu'elle diminue donc les demandes psychologiques au travail, elle augmente le soutien du superviseur, augmente aussi les reconnaissances, beaucoup de possibilités de promotion, de développement de carrière et elle diminue l'insécurité d'emploi. Donc, tantôt, je vous ai dit qu'on parlait un peu du mystère de la culture hiérarchique parce que dès qu'on pense à la culture hiérarchique, très souvent, on pense qu'effectivement, donc c'est une culture qui a un effet néfaste ou négatif sur la santé mentale des travailleurs, mais on a vu tantôt qu'elle n'était pas significative, donc elle n'avait pas de lien significatif sur les problèmes de santé mentale au travail. Et maintenant, on voit qu'elle offre quand même des conditions de travail qui sont, somme toute, assez bénéfiques pour la santé mentale des travailleurs et même que la culture hiérarchique
hiérarchique a un impact positif sur le bien-être au travail. Donc, elle augmente le bien-être au travail, contrairement à ce qu'on aurait pu penser donc au départ. Quand on regarde le tableau, évidemment, la culture qui offre les moins bonnes conditions de travail, c'est la culture rationnelle. Pourquoi? Particulièrement parce qu'elle augmente les demandes psychologiques au travail. Donc, c'est dans ce type de culture-là où on retrouve les demandes psychologiques les plus élevées et aussi au niveau des horaires de travail qui sont irréguliers, donc qui augmentent. Donc, pour résumer, donc culture groupale, c'est celle qui offre les meilleures conditions de travail, suivie de la culture hiérarchique et de la culture développementale. Et évidemment, celle qui offre les moins bonnes conditions de travail, c'est la culture rationnelle. J'ai une dernière question pour vous. Donc, ma question numéro 3. Alors, selon vous, quel type de culture favorise l'innovation chez les employés? Donc, voilà le sondage. Selon vous, quel type de culture favorise l'innovation chez les employés? Je vous laisse répondre. Il nous reste à peu près encore une dizaine de minutes pour le webinaire. Donc, si déjà vous avez des questions, vous pouvez aller dans la section questions puis écrire vos questions. Tout à l'heure, j'aurai l'occasion de les lire. Là, il y en a déjà quelques-unes qui ont commencé à rentrer. Donc, n'hésitez pas à taper vos questions sur ce que Julie a pu vous présenter. Donc, encore une fois, Julie, je vais te présenter les résultats parce que tu ne sembles pas les voir, mais je pense que les participants les voient et moi aussi, parce qu'on a eu ce même problème-là avec le webinaire précédent avec Marie-Hélène. Donc, je présente les résultats. Donc, selon vous, quel type de culture favorise l'innovation? Ben, on dit qu'à 72%, c'est le développemental. Le groupal à 24%, le rationnel à peine à 4%, et le hiérarchique, bien sûr, à 0%. Donc, groupal 24%, développemental 72%, c'est les deux grandes tendances. Alors, je te redonne la parole et aussi l'écran en faisant « C'est parfait, on te voit, tu peux y aller ». Oui. Parfait. Donc, en fait, c'est la culture rationnelle qui a le plus d'impact sur l'innovation, mais aussi sur les résultats financiers au sein d'une organisation. Donc, c'est étonnant, effectivement, je suis d'accord avec vous. Mais donc, quand on veut favoriser donc l'atteinte des résultats financiers, qu'on veut favoriser l'innovation au sein de notre organisation, c'est ce type de culture, la culture rationnelle, qui va avoir le plus d'impact. Donc, oui, la culture développementale va avoir un impact sur l'innovation, mais beaucoup moins que la culture rationnelle. Et quand on regarde la culture clinique, évidemment, elle a encore moins d'impact sur l'innovation, encore moins d'impact sur les résultats financiers. Par contre, elle a c'est celle qui a l'impact le plus grand au niveau de la satisfaction au travail des employés et de l'engagement organisationnel. C'est la même chose aussi au niveau de la qualité des services et produits. Donc, où on voit que c'est ce type de culture-là qui a le plus d'influence. Donc, et pour ce qui est de la culture hiérarchique, mais en fait, on n'a pas assez de données sur la culture hiérarchique pour pouvoir voir vraiment son impact sur la performance organisationnelle. Donc, c'est pour ça que tantôt, je vous disais que la culture hiérarchique, c'est comme un peu un mystère de pourquoi on voudrait mettre en place ce type de culture-là au sein des organisations quand on ne sait pas trop son impact au niveau de la performance organisationnelle. Et donc, évidemment, moi, je trouve que cette comparaison-là entre les indicateurs de performance organisationnelle et ce qu'on a vu à travers la présentation d'aujourd'hui, cette comparaison-là, je pense qu'elle pose une très bonne question. Donc, c'est-à-dire qu'en sachant que la culture rationnelle, c'est celle qui a le plus d'impact sur les résultats financiers et l'innovation au sein d'une organisation, mais que c'est elle qui est la plus nocive pour la santé des travailleurs, comment on fait pour atteindre un équilibre entre performance organisationnelle et santé des travailleurs en sachant que c'est la culture groupale qui a le plus d'impact pour diminuer les problèmes de santé mentale chez les travailleurs. Donc, trouver cet équilibre semble quand même être assez difficile puisque, en fait, les sommes et les énergies qui sont investies en prévention et en intervention ne semblent pas avoir les résultats escomptés. Et évidemment, quelques
pistes en fait de réflexion pourquoi effectivement on n'a pas les résultats qu'on voudrait. Donc, pourquoi on ne voit pas les problèmes de santé mentale au travail diminuer? Bien, d'une part, c'est justement parce que cet équilibre-là entre performance organisationnelle et santé des travailleurs est particulièrement difficile à atteindre. Mais ceci dit, la culture organisationnelle joue un rôle dans le développement et l'aggravation des problèmes de santé mentale au travail, particulièrement la culture rationnelle. Donc, c'est important de considérer cet élément-là lorsqu'on réfléchit donc aux problèmes de santé mentale au travail, parce que sinon, on pourrait passer à côté de la source réelle du problème. Donc, peut-être que ce n'est pas tant les conditions de l'organisation du travail, mais plutôt ce qu'il y a en amont, c'est-à-dire la culture, puisque comme on a vu, la culture organisationnelle a un impact sur les conditions de travail qui sont mises en place dans les organisations. Donc, évidemment, là, je vais passer un petit peu rapidement parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais quoi faire maintenant? Donc, en fait, ben, d'une part, il faut connaître sa culture, donc faire un diagnostic de sa culture organisationnelle avec un outil particulièrement intéressant qui a été présenté aujourd'hui, donc avec le Competing Value Framework. Vous pouvez arriver à, évidemment, connaître quel est votre type de culture. Deuxième, c'est changer sa culture organisationnelle, en fait, pour tenter de trouver un équilibre entre santé des travailleurs et performance organisationnelle. Évidemment, aujourd'hui, j'aurais aimé avoir pour vous une réponse, donc de comment trouver cet équilibre. Malheureusement, il reste encore beaucoup de travail à faire. Et aussi, de développer des interventions en milieu de travail qui incluent la culture organisationnelle, mais surtout de s'assurer de changer la culture à tous les niveaux. Donc, tantôt, on a vu l'iceberg. Donc, c'est important de travailler à tous les niveaux si on veut réussir à implanter des changements au niveau de notre culture qui sont durables. C'est-à-dire que c'est pas suffisant de changer seulement les artefacts, donc la partie visible de la culture, mais il faut aussi changer les valeurs si on veut voir des changements durables dans les attitudes et les comportements des salariés. Donc, par exemple, j'ai une organisation avec laquelle je travaillais qui me disait, bien, nous, on veut absolument mousser le travail d'équipe au sein de notre organisation. Donc, on veut que ça devienne une valeur fondamentale pour nous. Et donc, le grand patron, il décide, dit parfait, maintenant, des bureaux fermés, ça n'existe plus, tout le monde va travailler, donc, dans des bureaux qui sont décloisonnés, parce que ça va favoriser l'entraide, le développement, la coopération, le travail d'équipe. Mais après quelques mois, il me dit, oui, mais il n'y a rien qui a changé. Il ne travaille pas plus en équipe parce que c'est sûr, parce qu'au départ, on a changé ce qui était le plus visible de la culture, ce qui était le plus facile à changer. Mais est-ce qu'on a vraiment mis à travers nos philosophies de gestion, nos pratiques en gestion des ressources humaines, cette valeur-là au centre de nos préoccupations? C'est-à-dire, par exemple, est-ce que maintenant les employés, les gestionnaires sont évalués sur la base de leur travail d'équipe, de leur collaboration, ou on continue à les évaluer de façon individuelle sans inclure cet élément-là qui pourtant on considère extrêmement important. Donc, si on veut voir un changement au niveau des attitudes et des comportements des salariés, il faut changer les valeurs, donc, mais aussi la partie visible. Donc, travailler à tous les niveaux. Donc, en terminant, la santé mentale au travail, c'est un phénomène qui est multidimensionnel puisqu'on parle de détresse psychologique, d'épuisement professionnel, mais aussi de mieux-être, de bien-être au travail. Donc, dont les causes explicatives sont multifactorielles, c'est-à-dire que les facteurs explicatifs de ce problème sont il y en a plusieurs, donc autant au niveau micro, macro que méso. Et évidemment, il faut s'attarder à ces trois niveaux. Il faut travailler sur ces trois niveaux si on va avoir un portrait complet donc des problèmes de santé mentale au travail et si on veut tenter donc de diminuer et de, pourquoi pas, enrayer complètement ces problèmes. Donc, merci. Je suis maintenant disponible pour répondre à vos questions. Et merci, Julie, de cette très belle présentation qui aborde un phénomène, en effet, nouveau. Ben, pas un phénomène nouveau, mais une explication nouvelle, hein, d'aborder ça à un niveau un petit peu plus macro. Je trouve ça bien intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, à les écrire, ces questions-là. Moi, je vais commencer peut-être avec une première réflexion, Julie. Tu dis, bon, en effet, que la culture donc rationnelle serait moins favorable à la santé psychologique hein, que la culture groupale, c'est bien ça, hein? Mm-hmm. Je me dis, est-ce que c'est parce que la culture est en tant que telle délétère, c'est-à-dire porte atteinte à la santé,
ou est-ce que c'est aussi parce que dans la culture rationnelle, ben, la mise en œuvre des pratiques de management saines sont moins faciles à faire que peut-être dans une culture qui est plus tournée, comme tu dis, vers la coopération, le soutien. Je dis ça parce que souvent, quand on forme les gestionnaires aux bonnes pratiques de management, ils vont nous dire oui, c'est bien beau tout ça, mais maintenant, je vais vous expliquer pourquoi dans mon organisation, je ne peux pas mettre ça en œuvre. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que toutes ces cultures ont les mêmes facteurs de risque à l'origine, mais étant donné que le gestionnaire est peut-être plus prêt, plus en soutien, plus en développement, qui peut donc mettre en œuvre de bonnes pratiques de gestion, peut-être que ça a plus d'influence, en effet, dans la culture groupale que dans la culture rationnelle, où il n'a pas la possibilité de mettre ça en œuvre. Alors, je fais pas de la recherche là-dessus, mais c'est plus une réflexion que j'ai dans ta présentation, puis je voulais t'entendre là-dessus. Ben, en fait, effectivement, pour le gestionnaire, ça va être, dans une culture rationnelle, ça va être peut-être beaucoup plus difficile pour lui de mettre en place ce type de pratique-là parce que ce n'est pas valorisé. Donc, c'est pas valorisé de mettre plus d'emphase sur le soutien social, le travail d'équipe, parce que ce qui est important, c'est l'atteinte des objectifs et la compétitivité. Et donc, au-delà de ça, les gestionnaires ne sont pas évalués sur leur bon comportement, sur leurs pratiques saines en gestion ou sur leurs bonnes habiletés de gestion, mais ils sont évalués sur l'atteinte des objectifs. Est-ce que les objectifs ont été atteints? Et donc, à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile peut-être pour eux de mettre l'accent sur ces bonnes pratiques-là parce que de toute façon, au niveau organisationnel, au niveau des valeurs, ce sont des pratiques qui ne sont pas valorisées. Donc, à ce moment-là, peut-être que pour eux, effectivement, même s'ils mettent toutes ces pratiques-là, ça ne changera pas grand-chose parce qu'au bout du compte, c'est pas ça qui va être valorisé à la fin de l'année lorsque va venir le temps de faire leur évaluation annuelle. Tout à fait. Ou donc, ils ne les mettent pas en œuvre tout simplement parce que c'est plus ou moins bien vu. Il y a une autre question qui est, tu dis que la valeur, elle doit être formulée stratégiquement. Mm-hmm. Et là, on dit, est-ce que c'est suffisant que la santé mentale soit signifiée dans la mission de l'organisation pour que ça en fasse une valeur? Non, c'est pas suffisant parce que ça donne un indice. Donc, ça donne un indice qu'on considère que c'est important, mais reste que il faut que ça soit fait à tous les niveaux de la culture. Et donc, les valeurs organisationnelles, il faut que ça soit transmis aussi au niveau des pratiques en gestion des ressources humaines. Et donc, c'est pas suffisant de juste l'afficher, il faut aussi la faire vivre, cette valeur-là, et la faire vivre, c'est-à-dire à travers les pratiques en gestion des ressources humaines qu'on va décider de valoriser au sein de notre organisation. Et donc, il faut vraiment que ça passe par des actions. Donc, c'est pas suffisant si on veut voir que juste énoncer la valeur. Il faut vraiment la faire vivre à travers les pratiques qu'on va mettre en place au sein de notre organisation. Et évidemment, ces pratiques-là, les travailleurs doivent avoir la chance de les utiliser. Donc, il faut qu'elles soient disponibles d'une part, mais qu'ils aient aussi la chance de les utiliser et que ce soit bien vu qu'ils puissent les utiliser. Ouais, très bonne réflexion, hein, cet élément de la disponibilité, mais aussi bien vu, hein, accueillir le fait qu'on puisse le faire. Et pour reprendre une belle expression québécoise, ce que tu nous dis, c'est que les bottines doivent suivre les babines, hein, autrement dit. Effectivement. Autre question, est-ce que la taille de l'organisation, ah, ça c'est intéressant par rapport aux petites entreprises moyennes, est-ce que c'est un facteur qui influence ces cultures-là? Je dirais pas nécessairement parce que nous, ici, on avait, dans le cadre de cette recherche-là, on avait des organisations qui étaient des petites, moyennes et des grandes entreprises. Donc, on avait des, euh, des organisations qui étaient de toute taille, là, et donc aussi qui provenaient de différents milieux, donc industriels. On avait plusieurs milieux, autant le secteur des services que le secteur secondaire, là, donc qui étaient représentés au sein de notre étude. Et donc, non, parce qu'on retrouve ces cultures-là, peu importe la taille de l'organisation. C'est beaucoup la haute direction. Et donc, dans une petite entreprise, moyenne entreprise, le propriétaire qui va donner la saveur à la culture organisationnelle. D'accord, donc autant dans une petite entreprise, s'il n'est pas ouvert à ça, ben, ça a le même effet, peut-être même plus que dans une plus grande organisation. Effectivement. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs cultures organisationnelles dans la même organisation?
Oui, c'est une excellente question. Donc, oui, effectivement, la question des sous-cultures est particulièrement intéressante, mais malheureusement, on débutait notre réflexion sur culture organisationnelle et santé mentale au travail. Il y avait pas beaucoup de choses qui avaient été faites sur ce sujet-là, et donc, on a décidé de pas regarder l'effet des sous-cultures, mais effectivement, oui, ça existe, des sous-cultures dans une organisation surtout dans les grandes organisations. Et effectivement, c'est un prochain pas qu'on va faire pour pouvoir voir l'impact des sous-cultures, ceci dit, qui peuvent être en contradiction avec la culture de l'organisation ou qui peuvent aussi être en accord avec la culture de l'organisation. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. On reviendra sur cette question justement d'innovation. Donc, on a une question ici qui est, un instant, est-ce que l'impact positif ou négatif des cultures varie selon la majorité des employés qui partagent les mêmes valeurs? Donc, est-ce que l'impact positif ou négatif des cultures varie selon la majorité des employés partagent les mêmes valeurs? Je suis pas sûr de bien comprendre la question, mais Ben, en fait, nous ici, ce qu'on a fait, c'est quand on a demandé aux travailleurs d'évaluer la culture de leur organisation et on a aussi demandé aux gestionnaires qui étaient des informateurs clés d'évaluer leur culture aussi. Et nous, on a pris l'ensemble des réponses et évidemment, on les a agrégées donc pour pouvoir avoir une culture, un type de culture au sein d'une organisation. Fait que donc, effectivement, ça devient un phénomène qui est partagé collectivement par l'ensemble des employés. d'accord, OK. Mais donc, ouais, je comprends bien la question maintenant, c'est s'il y a une majorité de gens qui partagent la même valeur, ça n'a pas d'effet dans le sens que si une majorité sont dans une culture rationnelle, c'est pas plus positif que parce que c'est une majorité d'individus qui partagent cette même valeur-là. Non, c'est pas plus positif. Non, Pas parce relié que l'impact sur à la- leur santé peut être aussi problématique. D'accord, parfait. Merci, Rita, pour cette question. Dernière question, puis après ça, j'aimerais que tu nous parles un peu de tes travaux à venir, puis il va nous rester quelques minutes. Est-ce qu'il existe des outils de mesure entre culture et santé mentale qui font le lien entre les deux? Non, non, en fait, il faut utiliser nous, en fait, on a utilisé le modèle, ben, en fait, l'outil que je vous ai présenté, le Computing Value Framework, que vous pouvez retrouver donc en faisant des recherches rapides sur Google, par exemple, parce que c'est un outil qui est particulièrement utilisé lorsque vient le temps de parler de culture organisationnelle. Et ensuite, pour la santé mentale, il faut se référer à des questionnaires là, qu'on utilise qui sont aussi disponibles sur Internet, là, donc questionnaires sur la santé mentale. Mais des outils qui mesurent les deux à la fois en même temps dans le même outil, non. Il faut prendre des outils différents, il faut ensuite les mettre ensemble. Alors, ça m'amène à ma question de tes travaux futurs. Est-ce que tu as l'intention de le développer? Ben, c'est un élément que effectivement j'aimerais pouvoir développer, donc continuer à creuser. Pour l'instant, je m'intéresse particulièrement à l'effet de la question des sous-cultures, donc leur impact à la fois sur les, les bonnes pratiques des gestionnaires, sur la santé mentale aussi des gestionnaires, des cadres, mais aussi sur la santé mentale des travailleurs. Fait que donc, pour l'instant, une des voies, c'est l'évaluation des sous-cultures au sein d'une organisation. Mais effectivement, il reste énormément de travail à faire là-dessus. Oui, mais tu as encore beaucoup d'années devant toi, hein, tu es rentré en 2015 comme Oui, prof. oui. Tu as un beau programme de recherche là-dessus. Julie, merci beaucoup pour cette présentation-là. Je trouve que c'est vraiment intéressant de montrer que ben, la santé mentale, c'est pas juste l'affaire des employés puis des gestionnaires. C'est d'abord l'affaire de tout le monde, mais aussi de la haute direction des entreprises qui voient plus souvent leur rôle comme de passer une commande en disant occupez-vous de la santé mentale et qui agissent pas toujours à leur niveau. C'est sûr que c'est quelque chose qui doit être partagé par tout le monde. Mais ça amène une réflexion aussi, justement, à se dire ben, que c'est l'affaire de tous. Puis tout le monde contribue à construire cette culture organisationnelle. Donc, merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré, Julie. Ça a été vraiment un grand plaisir. Merci à vous. Et puis, merci à tous les participants aussi. Donc, je vous réinforme que le prochain séminaire, le prochain webinaire aura lieu, je vous l'ai dit tout à l'heure, le 11 mai sur le présentéisme. J'espère que c'était intéressant pour vous. On prend beaucoup de plaisir à faire ça. Merci à Julie aussi. C'est pas toujours évident, surtout avec les petits problèmes
techniques qu'on a pu avoir, mais Julie, ton message est passé aussi très, très clairement. Ne sois pas inquiète là-dessus. Le webinaire sera mis en ligne aussi d'ici une semaine sur le site Internet de la chaire, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Alors, merci de votre participation. Vous allez recevoir un petit questionnaire dès que vous allez fermer le webinaire. Vous allez recevoir un petit questionnaire d'évaluation. Donc, je vous invite à le compléter. C'est important pour nous. Ça nous permet de toujours s'améliorer. Merci tout le monde et je vous dis à très bientôt. Merci Julie encore une fois. Merci. Merci, au revoir.